J'ai vu le message alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, une ligne unique provenant du groupe de discussion familiale brillant sur l'écran sombre de mon téléphone, disant que le dîner commençait à 19 h et qu'il ne fallait pas être en retard, suivi juste en dessous d'une photo où chaque chaise était occupée sauf la mienne, car personne ne m'avait prévenu qu'ils avaient avancé le réveillon de Noël sans moi. Le temps d'arriver à mon appartement, une autre notification est apparue, une facture de 25 000 € pour la voiture de Chloé, sans salutation, sans explication, juste une exigence de paiement. J'ai posé mes clés, le silence se resserrant autour de moi, réalisant qu'il ne m'avait pas invité à la maison mais qu'il s'attendait quand même à ce que je paie. J'ai grandi dans une maison où le silence pesait plus lourd que les mots. Mon père, Marc Dubois, aimait parler par ordre bref, jamais par explication. Ma mère, Élise, adoucissait chaque tension qu'il créait mais ne s'interposait jamais entre nous, et ma sœur cadette, Chloé, vivait sous les projecteurs qu'il braquait sur elle, portant cette attention avec aisance même enfant. Un après-midi d'hiver, quand j'avais 11 ans, j'ai traîné une vieille tour d'ordinateur du garage sur la table de la cuisine, le boîtier soulevant de la poussière dans la lumière du soleil. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais mais je savais que cela me semblait familier, comme quelque chose qui m'appartenait. Je me suis penchée sur le panneau ouvert, étudiant les pièces comme si elles étaient une langue que je pouvais apprendre, quand Marc est entré, manteau encore sur le dos. Il n'a pas demandé ce que je construisais, il ne s'est même pas approché. Il a jeté un coup d'œil au fil puis a secoué la tête en disant que c'était une perte de temps et que je devrais faire quelque chose de concret en accrochant ses clés. Derrière lui, Chloé, de 2 ans ma cadette mais toujours 2 pas devant moi à ses yeux, s'est glissée sur une chaise en balançant ses jambes et a dit « Papa, regarde ce que j'ai fait » en tenant un dessin d'un cheval portant une couronne. Marc a souri, lui a ébouriffé les cheveux et a dit que c'était du talent, sa voix n'ayant jamais eu cette tonalité avec moi. Je me souviens avoir touché la carte mère doucement comme si mes doigts pouvaient cacher mon embarras. J'ai refermé le panneau silencieusement et j'ai rapporté l'ordinateur au garage, et ce jour-là, quelque chose a changé, une compréhension silencieuse s'est logée sous mes côtes, je n'étais pas celle qu'il voulait voir réussir. Pour mes 18 ans, j'ai eu une poignée de main et un rappel d'être responsable, alors que Chloé a reçu une voiture d'occasion pour son anniversaire. 2 mois plus tard, elle a éraflé tout le côté passager sur un pilier en béton dans un parking souterrain, et Marc m'a reproché de ne pas lui avoir appris à se garer, bien que je n'ai jamais été dans la voiture avec elle. Chloé s'est excusée une fois doucement, mais quand papa était dans la pièce, elle laissait l'histoire tourner vers ma négligence car c'était plus facile pour elle ainsi. Au lycée, chaque mention « très bien » faisait sourire Élise, mais elle rangeait les bulletins dans un tiroir comme si elle avait peur que quelqu'un les voie, alors que les trophées de gymnastique de Chloé bordaient le couloir et que les invités les admiraient dès qu'ils entraient. J'ai appris à vivre dans les espaces entre les applaudissements. À l'université, quand j'ai appelé à la maison pour annoncer que j'avais été acceptée dans un prestigieux programme de cybersécurité à Lyon, Marc a soupiré au téléphone en disant « Alors, tu poursuis toujours ça ?» comme si l'ambition était une erreur. Les nouvelles de Chloé étaient différentes, nouvelles offres d'emploi, nouvelles célébrations, nouvelles louanges. Elle me tenait informée avec une sorte de fierté polie, de la façon dont on pourrait discuter de la météo, jamais cruelle, jamais gentille, juste détachée. Avec le recul, je réalise que rien de tout cela ne m'a surprise quand ils ne m'ont pas invitée pour Noël. Le schéma était plus vieux que n'importe quelle fête, c'était la vie dans laquelle j'avais appris à survivre, mais je n'avais jamais prévu d'y rester pour toujours. La facture est arrivée 1 heure après la photo de Noël, 25 000 €, l'objet du mail était brutal, presque négligent, comme si le montant ne signifiait rien pour l'expéditeur, suivi d'une courte note écrite par mon père, Marc, et mise en copie à ma mère, Élise, et ma sœur, Chloé, disant « Règle ça avant la fin du mois », sans contexte, sans salutation, juste une attente. J'ai fixé le message jusqu'à ce que les chiffres deviennent flous. Chloé avait accidenté sa voiture 2 fois auparavant, des égratignures mineures, des virages imprudents, mais c'était la première fois qu'il me demandait de payer pour quelque chose qui n'était pas à moi, et il le demandait un soir où il ne m'avait pas invité. Mon téléphone a vibré à nouveau, un nouveau SMS de Chloé disant « Occupe-toi juste de ça, papa est stressé », ce n'est pas grand-chose, elle utilisait toujours cette phrase quand elle voulait que quelque chose disparaisse. J'ai posé le téléphone face contre table, l'écran éclairant le bois par impulsion, dehors la neige dérivait le long de la rambarde du balcon, à l'intérieur mon appartement semblait trop calme, trop propre, comme s'il attendait une décision que je n'étais pas prête à nommer. J'ai essayé d'avaler la douleur familière,
celle façonnée par toutes les années où l'on attendait de moi que je comble les vides, que je sois responsable, que je sois utile. Ils m'avaient exclu de Noël, pourtant ils supposaient que je rentrerais tranquillement dans le rang quand ils auraient besoin d'aide. Une partie silencieuse de moi voulait l'ignorer comme je l'avais toujours fait, une autre partie, celle qui grandissait tranquillement depuis des années, a simplement fait une pause. J'ai repris mon téléphone, faisant défiler le fil de discussion familiale, Chloé riant à une blague, Élise tenant un plateau de bûches de Noël, Marc découpant le rôti, ma chaise vide, mon nom manquant, la fête complète sans moi. Un os est resserré sous mes côtes, mais pas de tristesse, quelque chose de plus lent, de plus tranchant, une réalisation s'installant comme de l'air froid dans une pièce calme. Ce n'était pas qu'ils m'avaient oublié, c'était qu'ils avaient planifié autour de mon absence. J'ai inspiré régulièrement, expiré, mes doigts ont plané sur l'écran mais aucune réponse n'est venue, pas de colère, pas d'argument, rien, j'ai mis le téléphone de côté. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, et au moment où l'écran s'est allumé, j'ai compris quelque chose que je ne m'étais jamais permis d'admettre, il ne m'avait pas effacé par accident, et je n'étais pas obligée de rester écrite au crayon à papier. Je n'ai pas bougé au début, l'écran de l'ordinateur brillait dans la cuisine sombre, baignant le comptoir d'une lumière froide et égale, la neige tapait contre la baie vitrée, douce et rythmique, le genre de son qui m'apaisait habituellement, mais ce soir, il ne semblait que souligner le silence. J'ai ouvert mon tableau de bord financier, des rangées de chiffres clignotaient en retour, stables et factuels, tout ce que ma famille refusait toujours de reconnaître, des années de contrats, de paiements, de bonus de projets, tout ce que j'avais construit seul sans qu'ils le sachent, sans qu'ils le demandent. Mon curseur a plané à nouveau sur les messages récents, la photo de Noël, la chaise vide, la facture de la voiture, règle ça avant la fin du mois, mon père écrivait toujours comme ça, court, haché, dépourvu de points d'interrogation, comme si ma vie existait pour réparer les conséquences des choix des autres, comme si mon travail consistait simplement à absorber l'impact. J'ai pris une lente respiration et me suis penchée plus près de l'écran, les coudes appuyés sur le comptoir frais. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de chuchoter des explications dans des moments comme celui-ci, des raisons répétées, des excuses, n'importe quoi pour adoucir leur silence, mais je ne devais plus d'explications. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir le compte bancaire lié au crédit auto, mon nom n'y figurait pas, bien sûr qu'il n'y était pas, le nom de Chloé y était, ainsi que celui de mon père, pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils avaient décidé que la responsabilité m'appartenait. Le curseur clignotait à côté du numéro de contact, je n'ai pas encore appelé, à la place, j'ai ouvert un carnet et tourné une page vierge où j'ai écrit 3 lignes, crédit auto, montant du 25 000 €, propriété Chloé et Marc. L'écriture était stable, pas en colère, juste précise. J'ai tourné la page suivante, liste d'invités de Noël, non incluse, message envoyé après le début du dîner. J'ai encore tourné la page, motif récurrent, contribution attendue, présence optionnelle. Je me suis rassise en fixant ces mots, ils ne faisaient pas mal, ils clarifiaient, pour la première fois je sentais la forme de la limite se dessiner non pas dans l'émotion mais dans la logique, une coupure nette, nécessaire. J'ai fermé le carnet, dans le calme l'appartement semblait différent, moins comme un refuge, plus comme un centre de commandement. J'ai ouvert le tiroir à côté de l'évier et sorti un dossier, à l'intérieur se trouvaient des documents que je n'avais pas regardés depuis des mois, accord de partenariat, résumé de revenus, évaluation prévisionnelle, toutes les choses sur lesquelles personne dans ma famille n'avait jamais posé de questions parce qu'ils n'avaient jamais cru que j'avais quelque chose qui valait la peine d'être connu. Je les ai étalés sur la table un par un, alignant les bords jusqu'à ce que tout forme une grille soignée, cela ressemblait à des preuves, ou peut-être à une carte de là où j'avais été et où j'allais ensuite. Je n'avais pas besoin de vengeance, j'avais besoin de distance, une séparation nette mesurée en faits, pas en sentiments. Le numéro de la banque a clignoté à nouveau sur l'écran, j'ai appuyé dessus, une voix automatisée calme a répondu « Veuillez patienter pendant que nous vous mettons en relation », mes doigts se sont légèrement enroulés autour du bord du comptoir, ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté, le genre qui s'installe profondément, le genre que vous sentez dans votre colonne vertébrale. Une voix humaine est venue ensuite, « Comment puis-je vous aider ?» J'ai parlé d'une voix égale, « Je dois signaler un véhicule pour saisie, le propriétaire est en défaut de paiement. » La femme au bout du fil a demandé des documents, je lui ai donné chaque détail lié au prêt, chacun fourni par ma famille dans la facture transférée.
Quand elle a demandé ma relation avec le propriétaire, ma réponse est venue sans hésitation. Je ne suis pas responsable du prêt, mais les emprunteurs croient que je suis toujours là pour arranger les choses pour eux, ce n'est pas le cas. Il y a eu une pause, le genre où une opératrice ne sait pas si elle doit demander autre chose, elle ne l'a pas fait, elle a simplement traité la demande. Quand elle a confirmé les prochaines étapes, je l'ai remerciée et j'ai raccroché, cela a fait l'effet d'éteindre un interrupteur, net, définitif. Je ne me sentais pas triomphante, je me sentais apaisée, l'appartement est resté immobile autour de moi, le bourdonnement du réfrigérateur montant et descendant comme une respiration douce. Dans le reflet de la baie vitrée, je me suis vue, épaule droite, cheveux tirés en arrière, regard clair. J'ai ouvert mes mains ensuite, un nouveau message de mon père trônait en haut, « Nous avons besoin que tu transfères l'argent ce soir », je ne l'ai pas ouvert. En dessous, un de Chloé, « S'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que nécessaire », je n'ai pas ouvert celui-là non plus. Au lieu de cela, j'ai cliqué sur un nouveau message, mes doigts ont plané puis tapé lentement à Marc Dubois, copie à Élise Dubois, Chloé Dubois, objet, concernant la carrosserie de la voiture. J'ai écrit, je ne couvrirai pas la facture. Ce n'est pas ma responsabilité. Veuillez gérer cela directement. Je l'ai lu 2 fois, pas pour le ton mais pour l'exactitude, ce n'était pas cruel, ce n'était pas émotionnel, c'était simplement la vérité. J'ai appuyé sur envoyer, le message a quitté ma boîte d'envoi avec un petit son doux, un clic minuscule, à peine audible, pourtant il semblait plus fort que tout ce qu'il m'avait dit toute l'année. J'ai fermé l'ordinateur doucement, l'écran s'est fondu au noir, l'appartement est retourné à son rythme calme. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, me penchant légèrement vers la vitre comme je le faisais toujours quand je réfléchissais, la neige tombait en spirale lente, se posant sur la rambarde du balcon comme de la poussière sur un vieux souvenir. Je ne ressentais pas de culpabilité, je ne ressentais pas de doute, pour la première fois je ressentais une direction, la forme d'une vie où je n'étais pas un bouche-trou, où je n'étais pas le premier intervenant silencieux de la famille, où je n'étais pas l'ombre fiable, une vie où j'étais simplement moi. J'ai éteint la lumière de la cuisine, la pièce a sombré dans une obscurité douce, tout semblait aligné, cette fois je ne réparerai pas ce qu'ils avaient cassé. La lumière du matin a rampé sur le sol de mon appartement, fine et incolore, je me suis réveillée avec la vibration de mon téléphone, régulière comme un battement de cœur. Les messages s'empilaient les uns après les autres, alerte, appel manqué, nouveaux messages vocaux remplissant l'écran avant même que je ne le touche, je n'avais pas besoin de les lire pour savoir de qui ils venaient. J'ai fait du café à la place, la vapeur montait en spirale lente, adoucissant les angles vifs de la cuisine, je me suis assise à la table, les mains enroulées autour de la tasse, laissant la chaleur s'installer dans mes paumes. Ce n'est qu'alors que j'ai pris le téléphone, le premier message vocal était de mon père, Marc, sa voix était hachée, contrôlée, au bord de la rupture, Camille, rappelle-moi immédiatement. Le second était plus court, ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. Le troisième, plus long, plus tendu, contenait une tension qu'il ne prenait pas la peine de masquer, il y a un problème avec la voiture, appelle-moi maintenant. Je les ai supprimés sans écouter le reste. Un message de Chloé est venu ensuite, ces mots se précipitant sur l'écran en un flux frénétique, qu'est-ce que tu as fait ? Ils sont venus à la maison, ils l'apprennent, papa est furieux, c'est de ta faute. Je l'ai lu une fois puis j'ai placé le téléphone face contre table. Faute. Ce mot m'avait suivi depuis l'enfance, s'attardant derrière chaque demande, chaque attente inexprimée, chaque silence, mais cette fois, il ne m'a pas touché. Mon café était devenu tiède au moment où la notification suivante est apparue, une photo d'un numéro inconnu montrant notre vieille allée de garage, 2 hommes chargeant la voiture de Chloé sur une dépanneuse à plateau, Chloé debout sur le porche en chaussons, cheveux emmêlés, bras croisés serrés sur sa poitrine, Marc en arrière-plan, mâchoire serrée, téléphone en main, yeux furieux pointés directement vers l'appareil photo comme si j'avais pris la photo moi-même. Un texto a suivi, nous devons parler. Réponds à ton téléphone. Je ne l'ai pas fait, j'ai fermé la photo et glissé l'appareil sur la table jusqu'à ce qu'il repose près du bord, certaines choses n'avaient pas besoin d'être confrontées 2 fois. À midi, j'étais au bureau, la lumière du soleil frappait le verre de l'immeuble de la Pardieu comme une lame, se divisant en reflets nets sur le sol du hall, je l'ai traversé avec la certitude tranquille qui s'était construite en moi toute la nuit. À l'étage, Lucas, mon associé,
a levé les yeux dès que je suis entrée dans l'espace ingénierie et a demandé d'une voix basse « Ça va ?» J'ai hoché la tête une fois, juste une longue matinée. Il m'a étudié un instant mais n'a pas insisté, c'était ça le truc avec Lucas, il savait quand le silence avait du poids. Nous avons eu une réunion avec l'équipe juridique, puis une revue de produits, puis une vérification calme des mises à jour serveurs. À 15 heures, mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer dans le tiroir de mon bureau. Quand j'y suis finalement retournée, j'ai trouvé une nouvelle série de messages. Marc disait « Tu nous dois une explication ». Chloé disait « Je ne peux pas croire que tu fasses ça la semaine de Noël ». Élise, ma mère, n'avait envoyé qu'un seul message « Es-tu en sécurité ?» J'ai ouvert le sien, tapé une seule ligne « Je vais bien », puis refermé le téléphone. C'était la seule réponse que quelqu'un ait reçue. Vers 17 heures, l'ascenseur a sonné, le son a résonné faiblement dans le couloir calme devant mon bureau, des pas ont suivi, lourds, déterminés, trop familiers. Je me suis tournée alors que la porte s'ouvrait légèrement, Marc se tenait là, visage tendu par la colère, Chloé derrière lui, lèvres pressées en une ligne fine, Élise traînant doucement, yeux baissés. « Camille, a dit mon père en entrant sans attendre, nous devons discuter de cela. » Je suis restée immobile et j'ai dit « Il n'y a rien à discuter. » « Tu n'avais aucun droit, a-t-il claqué, tu nous as embarrassés. » J'ai laissé la phrase s'installer dans la pièce calme avant de répondre non, j'ai arrêté d'être responsable des conséquences de choix que je n'ai pas faits. Sa mâchoire a travaillé, la famille s'entraide, la famille s'invite à Noël, a-t-il dit. J'ai répondu calmement, même la famille n'envoie pas une facture comme substitut à une chaise. Chloé a tressailli, Élise a levé les yeux, un seul souffle se bloquant dans sa poitrine. Marc a pointé le téléphone sur mon bureau, appelle-les, arrange ça. J'ai croisé son regard, l'air entre nous semblait froid, précis, inévitable, j'ai fini d'être utilisé. La pièce s'est figée, Marc a fait un pas en arrière, pas physiquement, mais quelque chose en lui s'est retiré, une reconnaissance coupant à travers sa colère comme un courant d'air soudain. Pour la première fois, il réalisait que je ne négociais pas, que je ne revenais pas, que je n'étais pas à ses ordres. Il s'est tourné brusquement, marmonnant dans sa barbe, et est sorti. Chloé a suivi, yeux brûlants, souffle instable. Élise s'est attardée un moment, ses doigts effleurant le cadre de la porte. « Je suis contente que tu sois en sécurité », a-t-elle chuchoté, puis elle est partie aussi. La porte s'est refermée derrière eux avec un clic, calme, exact, final. Je suis restée seule dans le bureau, la ville s'étendant large sous la vitre. Pour la première fois le silence ressemblait à de l'autorité. L'appartement était sombre quand je suis rentrée ce soir-là, aucun message n'éclairait l'écran, aucune vibration ne résonnait sur le comptoir, le silence semblait complet d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant, stable, presque structurel, comme si le calme lui-même tenait les murs debout. J'ai posé mes clés et marché jusqu'à la fenêtre, me penchant légèrement vers la vitre comme je le faisais toujours pour réfléchir. La ville s'étendait sous moi, calme et vaste, les lumières clignotant comme des constellations au ralenti. La ville se fichait de qui j'avais été pour ma famille, elle reflétait seulement qui je devenais. J'ai fait du thé et l'ai apporté sur le balcon, l'air était plus froid que plus tôt, doux avec le genre d'immobilité qui ne vient qu'après qu'une décision a déjà pris forme. J'ai enveloppé mes deux mains autour de la tasse et laissé la vapeur monter contre mon visage, mon souffle dérivait en mince ruban pâle se dissolvant dans la nuit. Il n'y avait pas de triomphe en moi, pas de précipitation, pas de vague de victoire, juste de l'espace. Assez d'espace pour voir enfin les années que j'avais passées à me plier aux attentes des autres, assez d'espace pour comprendre que s'éloigner n'était pas une rébellion, c'était de la survie, et assez d'espace pour sentir pour la toute première fois que ma vie m'appartenait d'une manière qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. À l'intérieur, les lumières de l'appartement brillaient faiblement contre le parquet, une veste pliée reposait sur le dossier d'une chaise, une petite pile de dossiers de travail était posée soigneusement sur la table, des choses ordinaires, des choses calmes, non compliquées par l'obligation. J'ai pensé à Élise, ma mère, sa voix douce, la question prudente qu'elle avait posée plus tôt « Es-tu en sécurité ?» Cela a résonné en moi plus longtemps que tout le reste de la journée. Pendant des années, j'avais pris la distance pour un échec, le silence pour une punition, mais debout là, sentant le vent froid traverser mes manches, j'ai compris quelque chose de simple et de propre. Parfois la distance est la seule version de l'amour que l'on peut se donner à soi-même. Une voiture se déplaçait le long de la rue en bas, ses phares balayant comme un arc lent à travers les immeubles. Je les regardais disparaître dans l'obscurité, ne ressentant aucune attraction vers ce qui était derrière moi.
la vie qui m'attendait était calme, intentionnelle, la mienne. J'ai fini mon thé, posé la tasse et laissé la nuit s'installer autour de moi, légère, ouverte, libre. J'ai fermé la porte du balcon derrière moi, le loquet cliquant doucement dans l'appartement calme, aucune voix n'a suivi, aucun pas n'a traîné à proximité, juste le bourdonnement régulier d'une vie que j'avais finalement choisie sans permission. Les gens pensent que le plus dur est de lâcher prise, ce n'est pas le cas, c'est de réaliser combien de temps vous avez tenu un poids qui n'a jamais été le vôtre, et dans cette réalisation, quelque chose change, propre, irréversible, le silence cesse de ressembler à une absence, il commence à ressembler à la liberté.